quelles sont les forces en présence, combien entre la laïcité ouverte, la laïcité que tu défends, comment ça se partage en fait Alors, je dirais qu'en France, on a d'une certaine manière une faiblesse énorme, c'est que, en fait, c'est l'État qui a défendu la laïcité pendant un siècle et demi. Et donc, la question de la défense de la laïcité, d'une certaine manière, ne s'est pas posée. Il s'est posé la question de défense sectorielle sur la bataille entre l'école privée et l'école publique en Bretagne, sur des choses plus ou moins picrocolines, du genre calvaire posé sur les chemins. Il s'est passé des choses plus graves autour de la laïcité scolaire. Mais jusqu'à 1959, et quand même bien au-delà, c'est l'État qui défendait la laïcité. Et donc les laïcs français, le peuple français, s'est trouvé en fait extrêmement démuni quand il a fallu repenser la laïcité comme un combat, parce que ce combat était gagné. Du moins, on en avait le sentiment. Et la pire des choses qui s'est produite, et je te remercie de ta question, Florence, c'est qu'il y avait quelques très grandes associations laïques en France. Il y en avait 3. Il y avait la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement et la Libre Pensée. Alors, les 2 premières laïques, la 3e athée, ce qui n'est pas du tout la même chose dans le système français, mais c'était des associations qui défendaient la laïcité. Or, à partir des années 80, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir et qui tournent toutes autour de la question des droits de l'homme, sans droit du citoyen, pour ce qui concerne la Ligue des droits de l'homme, et autour de la question de la culpabilité postcoloniale, pour ce qui concerne la Ligue de l'enseignement et la libre pensée, on a vu ces 3 associations qui structuraient la laïcité française depuis la fin du XIXe siècle pour la Ligue de l'enseignement, depuis l'affaire Dreyfus pour la Ligue des droits de l'homme. On a vu ces associations prendre un tournant qui nous a orientés vers une confusion totale. Et on peut dire que depuis 1989, la fameuse affaire du hijab de Creil, que je refuse d'appeler affaire du voile, il s'agit bien d'un hijab, eh bien, on a vu un certain nombre d'organismes, certains associatifs, d'autres soutenus et payés par l'État, instaurer la confusion dans la laïcité. Alors on va citer l'école pratique des hautes études avec Jean Bobéro, professeur d'études protestantes bombardé, professeur de laïcité par Lionel Jospin, protestant, tout ça bouclant très bien. On a vu le Conseil d'État refuser de prendre parti et créant un désordre total qui va durer jusqu'à la loi de 2004 dans les écoles, donc au cœur de la laïcité, dans la laïcité scolaire. On a vu l'Observatoire de la laïcité, dirigé par messieurs Bianco et Cadenne, prendre des positions de plus en plus hallucinantes en matière de laïcité. Les 2 plus connues et visibles et scandaleuses sont d'une part le 15 novembre 2015, 2 jours après le Bataclan, une tribune publiée par Libération dans lesquelles messieurs Bianco et Cadenne signent avec la fine fleur de l'islamisme français, non pas pour se protester contre ce qui s'est passé, mais pour appeler à la plus grande vigilance contre l'éventualité de l'islamophobie dans le pays. Et la deuxième chose, c'est lorsque Elisabeth Badinter, lorsqu'elle dit sur France Culture, je crois que c'est en 2017 ou 2018, bien s'il faut qu'on me traite d'islamophobe, on me traitera d'islamophobe. Le délégué général de l'Observatoire de la laïcité, Nicolas Cadenne, prend position publiquement contre Elisabeth Badinter en lui reprochant d'avoir gâché 10 ans de son travail. Voilà. Donc, effectivement, la confusion, une confusion entretenue,
Quand on voit les livres de Jean Bobéro, les fameuses 7 laïcités, il arrive même à inventer une laïcité concordataire. C'est l'eau qui mouille pas, c'est le feu qui brûle pas, c'est la laïcité concordataire. C'est-à-dire que ce sont deux termes strictement contradictoires. La laïcité, c'est la séparation, le concordat, c'est pas la séparation. Il nous fait une laïcité concordataire. Et c'est pas la seule, il en invente 7. Ce qui est mieux parce qu'une seule, ça l'embête. Et donc, il y a un entretien volontaire sur le plan idéologique, sur le plan philosophique, sur le plan historique de la confusion. Et autant on peut dire qu'en 1980, 99% des Français savaient parfaitement ce qu'était la laïcité, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne savent plus parce qu'ils ne comprennent plus. Ils ont des réflexes profondément laïques, mais ils ne comprennent plus ce qu'on leur raconte. Et à côté de ça, vous avez des associations qui ont suivi. Il y a celles que j'ai citées, puis il y a celles qui sont devenues en quelque sorte des prises de guerre de l'islamisme ou de l'indigénisme, comme le planning familial, la fédération des parents d'élèves, la principale fédération de parents d'élèves français, qui sont aujourd'hui devenus des antres du postcolonialisme, d'une laïcité qui mérite même plus d'être citée, enfin d'une forme de communautarisme, d'interconvictionnalité, dans laquelle il y a la place effectivement pour le vivre ensemble, c'est-à-dire des communautés dont on espère à minima qu'elles ne s'entretueront plus, mais certainement pas dans la reconnaissance dans l'autre d'un semblable avant de reconnaître quelqu'un de différent. Du côté de la laïcité républicaine que je défends, eh bien les choses se sont petit à petit reconstruites autour d'associations qui sont des poussières d'associations, des petites associations, qui sont toutes des associations sectorielles, par exemple l'UFAL qui s'occupe des familles laïques, ou le CNAFAL, Conseil national des familles laïques, les DDEN, les délégués départementaux de l'éducation nationale, Regard de femmes, universalisme, laïcité et féminisme, les PEP, les pupilles de la nation. Donc il y a un certain nombre d'associations, les obédiences maçonniques, qui ont toutes des objets spécifiques, mais qui font tout un travail absolument formidable de la défense de la laïcité, de défense de la laïcité. Et la raison fondamentale pour laquelle, après avoir présidé pendant 3 ans le comité laïcité république, j'ai décidé de créer une autre association avec un certain nombre d'amis, c'est que je pensais que le comité laïcité république, bien qu'il ait un lien constitutif avec le Grand Orient de France, a une visibilité qui le dépasse très largement. Et je pensais qu'on pouvait s'en servir comme base pour reconstruire ce qui est mon ambition, on va dire une Ligue des droits de l'homme du XXIe siècle. C'est-à-dire un mouvement qui n'est pas 500, 1000 ou 1500 adhérents, mais 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions, qui sont un vrai mouvement populaire, qui défendent cette voix que les Français, voix VOIE, que les Français font leur et qu'ils n'ont plus aujourd'hui les moyens de défendre parce qu'il n'y a plus personne pour la défendre. Et Unité laïque, ben c'est ça. Voilà, on a une énorme ambition, on est tout neuf, on n'y arrivera peut-être pas, mais ce qu'on se dit, c'est qu'on y arrivera. C'est que moi, le jour où je passerai la main dans cette association, je voudrais qu'on soit au moins 50 000. C'est-à-dire qu'on soit entendu. Et qu'on soit entendu sur la question laïque et républicaine et sur rien d'autre. Le travail est énorme, parce que tout est en ruine, tout est en lambeaux, sinon le fait que le peuple français reste profondément laïque. Et notre chance, elle est là. Et vous voyez, je n'ai pas porté ma baguette et mon béret, mais quand... Je peux parler oralement comme ça? Oui, très bien, très bien. Moi, j'entends. Des soins infirmiers. Tout à fait. Et ça m'a beaucoup interpellé ce que vous avez dit au propos de la religion et de la laïcité, car aujourd'hui j'ai l'impression que le terme laïcité est perçu péjorativement par la plupart des personnes et peut-être même incompris et de facto réfuté par certains. Et réfuté automatiquement, même peut-être inconsciemment. Et ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être à même de repenser le terme ou les termes derrière lesquels vous avez formé vos associations et qui, je suis sûr, défendent des principes et des éléments formidables, mais qui peuvent être perçus négativement par certains juste par le simple fait
de s'appeler laïque et d'être relié à ce terme laïcité qui aujourd'hui est incompris par certains et de facto, comme je dis, réfuté. Ben, si vous voulez, il y a deux grands pourrisseurs de la laïcité, si j'ose dire, qui sont l'islamisme et les forces sociales et politiques et syndicales qui ont basculé dans le communautarisme, la plupart du temps par pur clientélisme. Souvent par idéologie, mais la plupart du temps par pur clientélisme. Je crois que la pire des choses que nous pourrions faire, c'est abandonner nos mots pour prendre ceux de l'adversaire. Mais, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est expliquer. La laïcité, c'est pas compliqué, c'est liberté absolue de conscience, égalité de tous devant la loi, donc il n'y a pas de loi spécifique, et égalité de tous entre eux. Avec ça, vous avez toute la laïcité. C'est l'antonyme parfait de la religion. C'est l'antonyme parfait du pouvoir du religieux sur la société. Ce n'est pas l'antonyme parfait de la religion, c'est ailleurs que la religion. La question est de savoir si on veut une société théocratique ou pas. Donc, alors le problème qu'on a beaucoup avec les islamistes et même souvent avec les musulmans, c'est que dans beaucoup de pays du Maghreb, le mot laïque signifie athée. C'est-à-dire qu'il y a une... En Belgique aussi. En Belgique aussi. Oui, oui. En Belgique aussi. C'est-à-dire que la laïcité est une religion comme une autre, c'est celle des athées. Et... Non, mais je plaisante. Et donc, je crois que là, enfin, vu de l'extérieur, et je ne suis pas du tout un connaisseur de la laïcité belge, donc je me permettrai juste cette remarque pour enflammer la salle, je pense que c'est une des graves erreurs de la laïcité belge. D'ailleurs, on ne l'appelle pas laïcité ici, on l'appelle morale. Oui. Non. Mais effectivement, il faut se battre, il faut garder les termes et il faut les expliquer sans arrêt. Et moi, j'interviens beaucoup à la demande du rectorat dans des lycées, dans des établissements secondaires, etc. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que on fait beaucoup de, je ne sais pas si les écoles font ça ici, ce qu'on appelle les débats mouvants. C'est-à-dire que les élèves sont de part et d'autre, sont sur une ligne tracée au sol, et puis en fonction de ce qui se dit, ils passent, ils changent, etc. C'est vachement bien, ça marche pas mal ça. Et franchement, de la 3e à la terminale, je ne parle pas des petites classes, c'est plus compliqué, encore que je suis même intervenu en CP. De la 3e à la terminale, on arrive assez bien à les convaincre quand on leur montre ce que c'est en réalité. Mais le plus intéressant, c'est d'entendre les jeunes profs vous dire « Ah bon, on ne m'a jamais parlé de laïcité comme ça ». Et là, vous commencez à avoir des sueurs froides. Parce que tout est là. La laïcité ou la laïcité républicaine, parce que pour moi les deux termes sont inséparables, est un corpus politique, avant toute chose, c'est un corpus politique qui est totalement antinaturel. Ce qui est naturel, c'est ce que disait M. Le Pen il y a quelques décennies dans une interview. Je préfère mon frère à mon cousin à mon voisin à un Français et un Français à un étranger. C'est le sens de la plus grande pente. C'est l'évidence. C'est la naturalité. Le pari laïque et républicain, c'est exactement l'inverse. Non, je préfère un étranger à mon cousin. C'est, je considère avant toute chose que les êtres humains qui sont autour de moi sont mes semblables. À partir de là, on peut discuter, on peut introduire toutes les différences, etc. Mais ce qui est à l'origine, c'est ça. Et ça s'apprend. De la même façon que ça prend le deuxième terme de la laïcité républicaine, c'est la souveraineté du peuple. Être porteur d'une parcelle de souveraineté, c'est pas comme avoir un roi. C'est la démocratie. C'est la République. Parce qu'il y a des démocraties... Oui, question. Nanine Diffran, je voudrais vous demander... Oh, tu peux me dire tu, Vanessa. Oui, bien sûr. Si on peut concevoir la laïcité en France sans nécessairement se référer à la République. La laïcité, qui est vraiment un concept au départ français, j'ai dit au début à quel point il était essentiel de ne pas le naturaliser,
de ne pas l'originer pour ne pas mélanger origine et nature. Il n'en reste pas moins que historiquement, c'est un concept qui naît dans la philosophie politique française. Et il naît de la République. Donc, on pourrait imaginer une laïcité non laïque, une laïcité non républicaine. Comme disait Paul Ricoeur, qui n'est pas obligatoirement mon philosophe préféré, chaque peuple a droit à la continuité de son histoire. C'est une phrase très profonde. Et je pense que la continuité de l'histoire de France, c'est ce lien entre la laïcité et la République, sans lequel on ne peut pas trop comprendre. On a bien vu que les régimes non républicains, finalement, il n'y en a pas eu en réalité. Il y a eu le Second Empire, mais c'était très tôt dans l'histoire, et puis ensuite il y a eu le pétainisme, mais ça c'était encore autre chose. Je ne suis pas sûr que ça marche. Voilà. Oui, une petite intervention sémantique pour aider notre conférencier à se retrouver dans la complexité belge. Je souscris tout à fait à ce qu'il a dit, c'est qu'il y a une erreur au départ dans le mouvement que je vais mettre entre guillemets laïque en Belgique, notamment dans le processus de reconnaissance, c'est d'avoir utilisé ce terme. En fait, cela vient d'une brochure de 1974 qui porte comme titre « Pour la reconnaissance de la laïcité » et qui est en fait une brochure qui explique qu'il faut faire rentrer les organisations non confessionnelles, libre pensée, libre de l'enseignement, etc., belges, dans un processus de reconnaissance qui est proche ou identique à celui dont bénéficient les cultes en Belgique. Et donc, on crée une organisation qui s'appelle le Centre d'action laïque. Et l'ambiguïté vient de là, parce que je suis un peu complice de ça, puisque j'ai un peu contribué à ça, et j'aurais peut-être dû faire des remarques que je n'ai pas faites en son temps, donc à partir de 1976. Et ça nous a obligés à expliquer que nous défendions deux choses, qui étaient une reconnaissance de nouveau avec des guillemets, de la laïcité, c'est-à-dire de cette constellation d'organisations qui voulait des moyens financiers pour pouvoir fonctionner, et une défense d'une laïcité politique un peu inspirée du modèle français. Et cette confusion, elle n'existe que dans une moitié de la Belgique. Parce que du côté néerlandophone, on n'utilise pas ce terme laïcité, ni une traduction de ce terme. Le terme qu'on utilise du côté flamand est le terme vrijzinnig, et vrijzinnig est un libre pensée, proche de vrijdenker. Vrijdenker, c'est libre penseur. Vrijzinnig, c'est quelqu'un qui a des idées libérales. D'ailleurs, aux Pays-Bas, vrijzinnig veut dire protestant libéral. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est le mot reconnu. C'est ça. Parce que c'est le terme qu'on utilise pour les religions. Voilà, et donc c'était une manière d'avoir un financement, d'accéder à toute une série de dispositifs. Mais on a donc entretenu. Et je termine là-dessus, notamment par rapport à la remarque de notre intervenant tout à l'heure. Ce n'est pas la laïcité qui est reconnue par la loi belge. C'est les organisations philosophiques non confessionnelles. Voilà. Il n'y a pas, contrairement à l'usage répandu, de cours de morale laïque dans l'enseignement. Il y a un cours de morale non confessionnelle. Mais oui, mais donc on est dans effectivement des problèmes sémantiques, et c'est vrai que même parce qu'on parle le même langage, comme
j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai eu quand même beaucoup de contacts avec des organisations laïques françaises. Bien qu'on parle le français tous les deux, on utilise parfois pas les mêmes mots et on ne se comprend pas tout. Voilà. Mais le mot laïcité ici est un mot qui est équivalent aux religions, alors qu'en France, c'est un principe constitutionnel supérieur qui s'applique à tout le monde et dans lequel tout le monde peut retrouver la liberté de conscience qui lui permet d'être croyant s'il le veut. Et dans quelques semaines, il y a un grand festival sur la question républicaine qui se tient à Thionville, qui s'appelle Politeia, au mois de mars. Et alors, j'interviens dans ce festival avec des gens de très bonne volonté qui sont des laïcs, et donc ils me font intervenir dans une table ronde avec l'imam de Bordeaux et un rabbin. Et sur le thème, c'est la liberté, le thème. La liberté de croire et de ne pas croire. Alors je leur ai dit, d'abord, la laïcité, c'est pas la religion des athées, c'est un principe constitutionnel qui s'applique à l'imam, au rabbin et à moi. Deuxièmement, c'est pas le droit de croire et de ne pas croire, c'est la liberté de conscience. Alors ils ont bien voulu changer le titre et ils m'ont dit que je parlerais le dernier. Parce que c'est ce qu'on va retenir. Vous parliez d'Emmanuel Macron tout à l'heure, et sa position ambiguë ou pas vis-à-vis des écoles privées. En général, son mouvement, son gouvernement, sont-ils prêts à défendre cette laïcité telle que vous l'entendez? C'est la première chose. Deuxième chose, vous parliez des associations qui défendaient, et beaucoup moins maintenant, ce principe fondateur de la laïcité, notamment les francs-maçons. Ah non, je n'ai pas dit ça. Non. Ah bon, continuez, je vous en prie. Voilà, quel rôle ils peuvent jouer justement dans la défense de la laïcité en France? Bon, sur le premier point, le mouvement d'Emmanuel Macron, pardon. Excellent. Très joli. Renaissance a tous les défauts du mouvementisme. Non, Renaissance maintenant, il ne s'appelle plus En Marche. A tous les défauts du mouvementisme, c'est-à-dire que c'est un machin où on trouve de tout. C'est-à-dire que dans Renaissance ou En Marche, vous trouvez aussi bien des laïcs militants, et j'en connais. Vous prenez le député François Cormier-Bouligeon, par exemple, le député du Cher, c'est un laïc impeccable, indiscutable. Vous prenez quelqu'un comme, comment elle s'appelle, la chef du parti à l'Assemblée, Aurore Berger, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une laïque indiscutable. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, c'est une laïque indiscutable. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont anti-laïques. Alors, le problème d'arriver à faire vivre un mouvement de ce type, c'est celui du en même temps. On le voit très bien. Et donc, cette forme de fonctionnement du président de la République, qui est antérieure même à l'existence de son mouvement, on la retrouve dans ses déclarations depuis maintenant 6 ans, et ces déclarations rendent fou. Parce que il est capable de dire une chose et son contraire, parfois dans le même discours, souvent dans 2 discours différents, et de donner des coups de barre qui sont de l'ordre de « j'ai donné ceci à celui-là, je vais donner ceci à celui-ci ». Et donc c'est extrêmement compliqué, et ça fait partie des éléments de confusion qui aujourd'hui rendent les Français de plus en plus incapables de comprendre ce qui se passe dans ce domaine comme dans d'autres, mais enfin on parle de ce domaine-là. Pour ce qui concerne la maçonnerie, bon, la maçonnerie française est une des maçonneries les plus dynamiques et les plus actives d'Europe. C'est même la plus active, soyons très clairs. Les chiffres le démontrent tout à fait clairement. Et la première obédience française, c'est le Grand Orient de France. Alors, le Grand Orient de France est traversé évidemment par des réflexions complexes liées au fait, par exemple,
que s'il y a bien 3 mouvements qui ont été représentés, qui restent représentés très puissamment au sein du Grand Orient de France, c'est bien la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement et la libre pensée. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a des discussions, qu'il y a des désaccords, qu'il y a des tensions. En revanche, on peut dire d'une manière globale que depuis au moins, allez, on va dire depuis 1993 et la grande maîtrise de Patrick Kessel, la position du Grand Orient de France est une position de défense ferme de la laïcité, très ferme et active. Est-ce qu'il y a des relais au sein du gouvernement? Alors, il y a moins de relais évidemment que dans le passé, mais il y a toujours la fraternelle parlementaire, alors qui regroupe les parlementaires francs-maçons de toutes les obédiences, hein, mais qui, sur la question laïque, s'aligne quand même largement sur les positions du Grand Orient de France. Et même s'il y a moins de maçons dans les gouvernements qu'il y en avait dans le passé, il y a quand même des canaux ouverts. Alors il y a des canaux ouverts qui sont liés à quelque chose de tout à fait amusant. Vous savez, les partis politiques, on a suffisamment de gens ici, je pense à Judith Weintraub que je ne vois plus. Elle est là. On a suffisamment de gens au courant de la politique française pour le dire mieux que moi. Les partis sont en déshérence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de militants, il n'y a plus d'adhérents, personne ne paie ses cotisations, on garde les cotisants 5 ans après pour gonfler le nombre. C'est une plaisanterie, il y a quelques milliers d'adhérents dans chaque parti. La maçonnerie, ça fascine l'État. Parce que vous avez, si on prend le cas du Grand Orient de France, 51 000 personnes qui paient 400 € par an et qui se réunissent 2 fois par mois. Et les gouvernements ont un fantasme de la puissance de la maçonnerie, à cause de ça. C'est-à-dire ce qu'ils n'arrivent pas à reproduire dans leur parti, c'est quelque chose qui se passe sous leurs yeux. Et quand le grand maître du Grand Orient de France vient les voir, ils l'écoutent. Pour dire qu'ils suivent ses conseils, mais ils l'écoutent parce que quand même, ils se disent qu'il doit se passer quelque chose. Si il y a autant de monde, si ça continue à recruter, si les gens sont capables de payer des cotisations de cet ordre-là, il doit se passer quelque chose. Et c'est ce qui explique très très précisément autour de la question laïque, qui est au cœur de la maçonnerie du Grand Orient de France. Vous trouvez ça sur Internet. L'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France a été modifié il y a une trentaine d'années. Et il porte maintenant son avant-dernière phrase qui est « La franc-maçonnerie attache une importance fondamentale à la laïcité ». C'est l'avant-dernière phrase de l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France. Donc c'est vraiment crucial et central. C'est pour ça que les obédiences maçonniques sont dans une sorte de, et le Grand Orient le premier, dans une sorte de bagarre pour garder le titre de première obédience française. Parce que le Grand Orient de France, c'est quand même un peu du poil à gratter par rapport aux gouvernements centristes, libéraux qui sont les nôtres. Et il est incontournable parce que c'est la première obédience française. Le jour où ce sera la deuxième obédience française, on oubliera le Grand Orient immédiatement dans les sphères gouvernementales. Et les autres obédiences? Alors les autres obédiences, il y a la Grande Loge de France, la GLDF, qui est une loge, qui est une obédience dont les positions sont assez proches de celles du GO, avec une dimension déiste qui a abandonné le GO. Il y a la Grande Loge féminine de France, qui elle aussi est sur des positions assez proches, encore qu'elle soit beaucoup impactée par le wokisme en ce moment. C'est une vraie question. Et puis il y a une obédience à part qui est la Grande Loge nationale française, qui est une obédience importante, qui est la seule obédience française qui n'a pas de lien avec le Grand Orient de France depuis que le Grand Orient, enfin depuis qu'elle a été créée, puisque c'est postérieur, parce que le Grand Orient a rompu avec la Grande Loge d'Angleterre, justement sur la question du grand architecte de l'univers, et que la Grande Loge nationale française a voulu garder, lorsqu'elle s'est constituée, ce lien avec la maçonnerie dite régulière, entre guillemets, qui est la maçonnerie anglaise. Alors cette Grande Loge nationale française, elle a une forte influence à droite, mais qui n'est pas plus ni moins que l'influence à gauche ou au centre du Grand Orient de France. C'est-à-dire que c'est une influence qui est souvent fantasmée,
et qui est moindre que celle du Géo, parce que justement la Grande Loge nationale française, à la différence du Géo, ne se mêle pas de questions politiques et sociales. C'est même le fondement de son existence. Donc oui, le Géo a un rôle, plus le même que celui qu'il a eu entre 1890 et 1914, et même entre 1918 et 1939, mais il garde un rôle, et il garde un rôle important dans ce domaine. Bah, je n'ai pas parlé. Alors, il y a plein d'autres obédiences. Il y a le droit humain, il y a la Grande Loge mixte unitaire, la Grande Loge mixte de France, et puis il y en a d'autres beaucoup plus petites. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé du droit humain? Parce que c'est un changement de volume important. C'est-à-dire que le Grand Orient, c'est 51 000 adhérents, membres. La Grande Loge nationale française, c'est une trentaine, c'est 30 000. La Grande Loge de France, oui, c'est à peu près 25-30 000, un peu plus peut-être. La Grande Loge féminine de France, c'est 12 000. Et puis ensuite, boum, vous tombez à 3 000, 4 000. On n'est plus dans la même, on joue plus dans la même cour, même si le droit humain, historiquement et symboliquement, a un rôle essentiel dans la maçonnerie à partir du moment où c'est la première obédience qui a posé la question de la mixité, évidemment. Je voulais demander en fait comment vous allez faire pratiquement pour avoir, comme vous dites, pour unité républicaine. Unité laïque. Unité laïque, pardon. 50 000, 100 000 personnes, enfin un grand mouvement. Eh bien, on travaille. Malgré les menaces, quand même, il y a des menaces des islamistes. Oui, mais bon, ça. Ou alors on s'arrête tout de suite, si vous voulez. Mais non, on travaille, c'est-à-dire qu'on choisit nos... Par exemple, nous avons l'AG, le CA, la dernière AG de l'unité laïque, a choisi 3 thèmes de bataille, si j'ose dire, pour à la fois permettre la reconstruction laïque et être visible. Ces 3 thèmes, c'est pas compliqué, c'est l'égalité femmes-hommes dans le cadre laïque et républicain, c'est-à-dire un féminisme partageable par l'ensemble de la société. Donc on a eu une position très en pointe, on s'est beaucoup battu sur la question du burkini à Grenoble, on a été très visible. Deuxièmement, la question de l'école. Et là, on intervient autant qu'on le peut partout dans toutes les écoles. Et troisièmement, la question de la mémoire, c'est-à-dire de la reconstruction d'un récit républicain. Et là-dessus, on a choisi un cheval de bataille qui est l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, que nous portons, qui est grand résistant d'origine arménienne, dont nous sommes à l'initiative de la demande de panthéonisation avec un comité que nous avons créé, etc. Alors pourquoi Missak Manouchian? Parce que Missak Manouchian, il représente très exactement ce que c'est que d'être français. Il n'est pas français. Ah oui. C'est un orphelin du génocide arménien. C'est un homme qui est arrivé à 19 ans en France en 1925, qui a perdu son frère l'année suivante, qui s'est donc retrouvé seul et qui immédiatement s'est engagé dans la lutte antifasciste et s'est engagé dans l'amour de la France. Ce tourneur sur bois passait sa vie à la Sorbonne, passait sa vie dans les bibliothèques, s'est mis à écrire en français, a écrit de la poésie en français. La dernière lettre qu'il a écrite à sa femme Mélinée, le jour de son exécution par les Allemands, il l'a écrite en français. Et c'est quelqu'un qui, dans son procès, disait « Vous avez reçu la nationalité française, nous l'avons méritée ». Et qui, dans sa lettre à sa femme, dit « Je sais que le peuple français saura reconnaître notre action et je meurs en soldat régulier de l'armée française ». Voilà. Donc c'est quelqu'un qui était communiste, mais qui, comme tous les communistes, en particulier les communistes immigrés en France de l'entre-deux-guerres, était un communiste qui faisait un lien évident et direct que nous avons perdu entre la Grande Révolution et la Révolution de 17. C'était inséparable. Et ce qu'il défendait en tant que franc-tireur et partisan de la main-d'œuvre immigrée, c'était bien les principes de la République. Et donc,
Voilà, pourquoi on défend l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, c'est pour ça. C'est parce qu'on veut rappeler aux Français et à ceux qui se posent la question de savoir s'ils veulent ou pas le devenir, que lorsqu'on devient français, on le fait par choix et on le fait par adhésion aux idées de l'émancipation. Donc on travaille sur cette mémoire, sur l'égalité homme-femme, sur l'école. Et on avance autant qu'on peut. Merci. On va prendre 2 dernières questions. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long dans mes réponses. Oui, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup pour la conférence, beaucoup d'érudition historique, politique, ça fait beaucoup de bien, merci. Alors j'aurais juste une question pour essayer d'espérer, parce que d'après le paysage associatif que vous avez décrit, c'est compliqué. C'est un peu noir, la plupart des gros calibres ont lâché l'affaire, si je peux dire un peu trivialement, sauf quelques associations que vous avez citées, des poussières d'associations que vous avez dit. Petites associations, oui. Qu'est-ce qui vous fait espérer? Surtout, je rebondis sur la toute dernière remarque de votre intervention, qui, je suis convaincu que les Français, dans leur majorité, restent laïcs. Qu'est-ce qui vous fait penser ou espérer ça? Ah bah, c'est pas que je le pense ou que j'en suis convaincu, c'est que je lis les enquêtes et les sondages. Si vous prenez tous les sondages depuis une dizaine d'années, ils montrent avec une régularité d'horloge que lorsqu'on pose la question aux Français de savoir s'ils sont laïcs, ils répondent oui dans une proportion qui est de 80 à 90%. Alors, attendez, c'est pas fini. Ils disent oui, mais ils savent ce qu'est la laïcité. Parce que justement, l'IFOP, qui fait un gros travail dans ce domaine depuis un certain nombre d'années, a fait des enquêtes maintenant dans lesquelles ils posent des questions. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas juste « est-ce que vous voulez être laïque ?» Est-ce que vous êtes laïque? Ils leur disent « est-ce que vous êtes pour le port des signes religieux dans telle situation? Est-ce que vous êtes d'accord ou opposé au financement de... etc. etc. » Et les réponses sont constantes. Alors, dans à une exception près, qui est celle des jeunes. Deux exceptions. Les jeunes et les musulmans. Et les Français musulmans. Absolument. Et alors, les jeunes Français musulmans, là, on a le... Mais on se rend compte de 2 choses. Parce que maintenant, il y a suffisamment de profondeur pour voir, par exemple, en particulier sur les enquêtes de l'IFOP, dont les premières posant les mêmes questions ont au moins une dizaine d'années, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'érosion de la laïcité une fois passé la catégorie INSEE des 18-34 ans, c'est-à-dire les jeunes. À 35 ans, on devient moins jeune. Et donc, à partir de 35 ans, on se rend compte qu'on pourrait penser que cette génération emmène avec elle son hostilité à la laïcité. Ce n'est pas le cas. Et d'autre part, on se rend compte, quand on regarde les enquêtes de près, en particulier dans la jeunesse, que certes, les résultats ne sont pas bons, mais que si vous retranchez les jeunes musulmans, la laïcité reste majoritaire chez les jeunes. 51, 52, pas 70, pas 80, mais elle reste majoritaire. Et donc, le vrai travail que nous avons, c'est d'arriver à sortir nos compatriotes de culture, d'origine, de religion musulmane, de la soumission à laquelle les contraint objectivement, même s'il s'agit d'une soumission acceptée, les forces anti-laïques islamistes qui sont aujourd'hui à l'œuvre en France et qui, hélas, il faut le dire, sont souvent à l'œuvre avec le soutien clientéliste de nos élus. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Et ici en Belgique, c'est la même chose. Voilà, ça lui ferait pas mal de... Écoutez, sur la première question, justement, c'est tout on peut être républicain en France sans être de gauche. On peut être républicain et en étant conservateur. Et donc, c'est la beauté de ce principe, et c'est la beauté de ce principe partagé par tout le pays. Et donc, on peut, et c'est mon cas, et j'ai signé récemment une tribune à ce sujet-là, être favorable au droit à la fin de vie. Mais on peut parfaitement être républicain sans y être favorable. Et aujourd'hui, la question laïque et républicaine est tellement cruciale que ce n'est pas le moment de se poser ces questions-là entre laïcs et républicains. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre politiquement,
Et on le fait tous, chacun à notre place. Mais la question fondamentale, c'est celle de la conservation du droit à notre histoire et du droit à l'émancipation telle qu'on l'a construit. Après, on s'empaillera de nouveau sur nos désaccords politiques. Le troisième point, c'est une boutade, donc je vous y ai répondu sous forme de boutade. La question de l'école privée en France, c'est pas qu'elle existe. La liberté d'enseignement a toujours été un des principes républicains. La question, c'est le financement public de l'école privée. Sur le fait de mettre ses enfants à l'école privée, chacun a le droit. Moi, ce contre quoi je me bats, c'est le financement public de l'école privée. Troisième point, celui du milieu, ça nous emmènerait trop loin parce qu'il faudrait analyser précisément justement la politique de Blanquer ou ses annonces en termes laïques, la résistance de l'institution après 30 ans de construction d'un bastion pédagogiste et communautariste au sein de l'éducation nationale, les contradictions de Blanquer qui d'un côté a effectivement, et on ne peut pas le lui contester, une volonté laïque, mais qui en même temps prend des positions que je nommerais personnellement néolibérales en matière d'enseignement, qui vont à l'encontre de l'école de la République. Sur Pape Ndiaye, bon, on a tout dit, on sait d'où il vient, on sait qui il est, et on l'observe de très près. Jusqu'à présent, il est d'une prudence de sioux, à part la déclaration qu'il a faite aux États-Unis, qui était vraiment absolument scandaleuse, sur l'école française. Je dirais que dans un certain nombre de domaines, on voit qu'ils tentent de reconstruire une école du savoir, parce qu'on n'a pas parlé, on n'a pas eu le temps du détail de la question scolaire, de la raison pour laquelle l'école républicaine et laïque ne forment plus des laïcs et des républicains. Mais là-dessus, pour l'instant, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Vous n'allez pas calculer la largeur des ceintures pour essayer... Oui, alors... C'est vrai, j'avais oublié cette affaire sur les abayas. Vous avez raison. Mais j'avais oublié cette affaire sur les abayas. C'est vrai. C'est pas un ami de la République, c'est pas un ami de la laïcité, on le sait. On essaiera d'éviter qu'il fasse, on essaiera d'éviter au maximum qu'il fasse du mal, mais c'est toujours très compliqué dans ce domaine. Très compliqué. Voilà. Merci. Merci beaucoup.